Bienvenue dans l'épisode 06 de TRF Podcast. Imaginez un instant la scène, un meurtre est commis, 36 ans s'écoulent, et puis, un jour, l'auteur se présente à la police. Il avoue tout, mais vraiment tout, dans les moindres détails, il va même jusqu'à indiquer où il a caché le corps. La justice le tient, l'affaire est résolue, on se dit, et pourtant, cet homme ne sera jamais jugé. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, cette situation, elle peut paraître complètement folle, hein. Ça heurte notre sens le plus élémentaire de la justice. On se dit que ça ne peut pas exister. Ben non. Et pourtant, ce n'est pas de la fiction. C'est le résultat d'un choc frontal, en fait, entre deux piliers de notre système judiciaire. D'un côté, on a l'impératif de juger les crimes, surtout quand la vérité éclate comme ça. Et de l'autre, un principe beaucoup plus abstrait, la prescription. L'idée, en gros, que le temps qui passe peut effacer le droit de poursuivre. Et on va voir lequel des deux a gagné. Et surtout, pourquoi. Et pour bien comprendre cette collision, on va se plonger dans une affaire qui a vraiment secoué le monde judiciaire français récemment, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Pour saisir le nœud du problème, il faut qu'on remonte au tout début, en mai 1986, en Isère. Le 22 mai 1986, très précisément, Marie-Thérèse Bonfanti, elle a 25 ans, elle est mère de 2 enfants, et elle disparaît juste après sa tournée de distribution de journaux. On retrouve sa voiture près du pont de Pont-Saunas, les clés sont sur le contact, son sac à main est à l'intérieur, Mais elle, plus rien, aucune trace. aucune trace. Une enquête est ouverte, bien sûr, pour disparition inquiétante, on fait des recherches, on interroge les voisins, mais rien, le brouillard total. L'affaire devient ce qu'on appelle un cold case, une affaire classée, non résolue. Et ce brouillard, il va durer 36 ans. 36 ans. C'est une éternité pour une famille qui attend des réponses, quoi. On a du mal à imaginer ce que c'est de vivre 3 décennies comme ça dans le vide. Et puis, en mai 2022, le coup de théâtre. C'est sidérant. C'est le mot. Un homme de 58 ans, Yves Chatin, qui était un voisin à l'époque, se présente de lui-même à la gendarmerie, et là, il avoue. Il avoue avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti, 36 ans plus tôt. Attendez, il se présente comme ça, de lui-même, Il annonce pas directement. parce que l'enquête avance, pas parce qu'on l'a retrouvé. Non, non, pas du tout. De son propre chef. Et ses aveux sont d'une précision glaçante. Il raconte la dispute, le geste et le mobile. Et c'est peut-être ça le plus déroutant dans l'histoire. Il l'aurait étranglée après une altercation parce qu'elle s'était mal garée. Sa voiture bloquait le passage. C'est à peine croyable. Tuer quelqu'un pour une histoire de parking. Ce décalage entre la futilité absolue du mobile et l'horreur du crime, ça rend l'affaire encore plus tragique. Il conduit les enquêteurs dans une forêt près de Pontcharrat et il leur montre un endroit précis. Il dit « C'est là que je l'ai enterré ». Des fouilles sont faites et on retrouve des fragments de crâne. L'analyse ADN confirme, ce sont bien les restes de Marie-Thérèse Bonfanti. Donc là, on a tout. On a tout. Un coupable, des aveux, le corps, la voie vers un procès semble toute tracée. Oui, on se dit que la justice va enfin pouvoir faire son travail. Yves Chatin est donc mis en examen pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire, et il est placé en détention. On a l'impression d'être au début de la fin. Sauf que c'est là que toute la machine judiciaire se grippe, sur un seul mot, prescription. Exactement. Et c'est là qu'on entre dans le dur du sujet. Il faut bien comprendre ce que c'est la prescription. C'est un principe de droit qui dit qu'après un certain temps, une infraction ne peut plus être poursuivie en justice. Le but, à l'origine, c'est d'assurer une certaine paix sociale, une sécurité juridique. On ne peut pas vivre avec une menace de procès au-dessus de la tête toute sa vie. C'est une sorte de droit à l'oubli, mais pour l'action de la justice elle-même. C'est une bonne image, oui. Le gros problème ici, c'est qu'en 1986, au moment des faits, le délai de prescription pour un crime comme un meurtre, c'était 10 ans. Seulement 10 ans. 10 ans. Ça a été allongé depuis, mais on applique toujours la loi de l'époque. Donc la question qui va déchirer les tribunaux, c'est pas de savoir si le délai est de 10 ans, ça tout le monde est d'accord. La question c'est quand est-ce que ce fichu chronomètre de 10 ans a commencé à tourner. Et c'est là-dessus que les juges vont s'écharper pendant des mois. La défense d'Yves Chatin, elle, a un argument simple. Les faits datent de 86, le délai de 10 ans est écoulé depuis 1996. Donc, on ne peut plus le juger. Point final. C'est leur position, logiquement. Mais la famille Bonfanti et le parquet, eux, ils répondent avec un argument qui semble frapper au coin du bon sens. Ils disent « Attendez, comment le délai aurait-il pu courir alors que le crime était parfaitement dissimulé ?»
Bien sûr. Le meurtrier a caché le corps, il a menti, il n'a rien dit pendant 36 ans. Il a créé ce qu'on appelle en droit un obstacle insurmontable aux poursuites. En clair, tant que le coupable empêche de découvrir le crime, le chrono ne peut pas démarrer. Ça paraît juste logique, en fait. Si on suit ce raisonnement, le chronomètre, il n'a commencé à tourner qu'en mai 2022, au moment des aveux. Et donc le crime ne serait pas prescrit. C'est exactement le raisonnement de la Cour d'appel de Grenoble dans un premier temps. Elle a validé la mise en examen en considérant que oui, la dissimulation du corps était bien cet obstacle insurmontable. Donc pour les juges de Grenoble, on pouvait juger Yves Chatin. On imagine le soulagement pour la famille à ce moment-là. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Un vrai bras de fer juridique commence. Oui, parce que la défense d'Yves Chatin se pourvoit en cassation. L'affaire monte donc à la plus haute juridiction, la Cour de cassation. Et là, premier coup de tonnerre. La chambre criminelle de la Cour de cassation n'est pas du tout d'accord avec Grenoble. Elle casse leur décision. Ah bon? Mais sur quel argument? C'est ça qui est difficile à saisir. L'argument, il est très technique, très juridique. La Cour de cassation dit en gros que l'obstacle insurmontable, il doit être extérieur à la volonté de l'auteur. Or ici, c'est l'auteur lui-même qui dissimule. C'est une vision très très stricte de la loi. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel, celle de Lyon. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Cour d'appel de Lyon? Eh bien, deuxième coup de théâtre, la Cour d'appel de Lyon décide de résister à la Cour de cassation. Elle se range du côté de Grenoble et elle confirme la mise en examen. Pour elle non plus, le crime n'est pas prescrit. On se retrouve alors dans une situation de conflit juridique qui est rarissime. Les juges du fond, ceux qui sont au contact du dossier, ils tiennent tête à la plus haute juridiction. La situation est donc complètement bloquée, on a deux visions du droit qui s'affrontent. Comment est-ce qu'on sort de ça? Quand un tel conflit arrive, l'affaire doit être tranchée par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, l'Assemblée plénière. C'est la réunion de tous les grandes pontes de la Cour. Et leur décision, elle, s'impose à tout le monde. Elle fait jurisprudence. Le 16 janvier 2026, le verdict final tombe. Et c'est un séisme. L'Assemblée plénière donne tort aux cours d'appel et raison à sa propre chambre criminelle. Elle déclare l'action publique éteinte. L'action publique est éteinte, ça sonne très technique. En clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire c'est terminé. La justice ne peut plus poursuivre Yves Chatin pour ce crime. Il n'y aura jamais, jamais de procès pour le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. Mais c'est fou! On a des aveux, on a un corps, on a un coupable identifié, et la plus haute juridiction du pays dit « on ne juge pas ». Comment est-ce qu'il justifie une décision pareille? Ça semble tellement contraire à l'idée même de justice. Pour le comprendre, il faut vraiment décortiquer la logique, qui est froide et implacable, du premier président de la Cour, Christophe Solar. Il explique que dès la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en 1986, il existait une suspicion d'infraction. Ce n'était pas une disparition volontaire, quoi. Donc il dit des actes d'enquête pouvaient être menés dès le départ. Attendez, mais ça c'est le cœur du problème pour moi. Dire qu'une enquête pouvait être menée, c'est facile à dire 36 ans plus tard. Mais sur le terrain, en 86, sans corps, sans mobile, sans le moindre indice, les gendarmes ils enquêtaient sur quoi exactement? Ça semble complètement théorique comme argument. C'est précisément la critique qui est faite à cette décision. Mais pour la Cour de cassation, peu importe que l'enquête ait été difficile ou même vouée à l'échec. Ce qui compte, c'est qu'elle était juridiquement possible. Et puisqu'elle était possible, il n'y avait pas d'obstacle insurmontable au sens strict de la loi, et donc le chronomètre de 10 ans a bien commencé à tourner en mai 1986, et comme aucun acte n'est venu l'interrompre à temps, il est arrivé à son terme en mai 1996. Le calcul est mathématique, la prescription est acquise. C'est une logique de juriste, implacable, mais qui laisse une impression de déni de justice terrible. Le président Soulard en est lui-même parfaitement conscient. C'est ça qui est frappant. Lors de la présentation de la décision, il l'a qualifiée de lourde et de difficile à comprendre pour le public. Il a même ajouté que la Cour avait conscience de la douleur profonde de la famille. C'est une reconnaissance presque explicite de ce fossé qui peut exister entre la règle de droit et le sentiment de justice. Et pourtant, tout le monde au sein de l'appareil judiciaire n'était pas de cet avis. Le débat a dû être féroce. Absolument. La position adverse était défendue par une voix très puissante, celle du procureur général près la Cour de cassation Rémi Heitz. Son argumentaire était radicalement opposé.
Lui, il soutenait que la prescription ne pouvait pas commencer à courir pour un crime ignoré de tous, sauf de son auteur. Pour lui, tant que la société ignore qu'un meurtre a eu lieu, le délai ne peut tout simplement pas démarrer. Oui, parce que la prescription, c'est une sorte de sanction contre l'inaction de la justice. Mais comment reprocher à la justice son inaction sur un fait qu'elle ignore totalement? C'est exactement ça. Rémi Heitz a insisté sur le fait qu'à l'époque, il n'y avait aucun indice, aucun mobile imaginable. Il a posé cette question devant la cour. Comment imaginer que Madame Bonfanti aurait pu être étranglée parce qu'elle s'était mal garée? Il démontrait par là que le crime était de fait impossible à élucider sans les aveux. Et l'avocate de la famille, Catherine Bauer-Violas, a ajouté un autre argument en pointant l'incomplétude des restes. Puisqu'on n'a retrouvé qu'une partie du squelette, on ne pouvait même pas dater la mort avec une certitude absolue. Donc comment fixer le point de départ du délai? Malgré la force de ces arguments, ça n'a pas suffi. Ce qui nous ramène à la réalité humaine, à la famille. Quelle a été leur réaction? Dévastatrice. Le mari de la victime, Thierry Bonfanti, il s'est battu pendant 36 ans. À la sortie de l'audience, ses mots étaient terribles. Il a parlé d'un jour terrible, d'une injustice violente. Il a aussi exprimé son inquiétude pour l'avenir des pôles cold case qui viennent d'être créés. Oui. Sa phrase est restée: si c'est pour avoir des résultats comme celui-ci, je leur souhaite bien du courage. C'est l'expression d'un désespoir total. Et pour Yves Chatin, le meurtrier avoué, alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en décembre 2023, en attendant cette décision. Désormais, ce contrôle judiciaire est levé. C'est un homme libre, définitivement à l'abri de toute poursuite pénale pour ce meurtre. Il a avoué, il a montré où était le corps, mais il ne sera jamais condamné. Et le pire, c'est que cette décision, elle ne s'arrête pas à cette seule affaire. Elle va avoir des conséquences en cascade. C'est ça, le principe d'une jurisprudence. C'est tout le problème. Elle établit une règle qui va s'appliquer à d'autres cas similaires. Et il y en a. On pense tout de suite à l'affaire Marlène Marquis, dans l'Orne. C'est presque un copier-coller. Ah oui, Une femme disparaît en 1987. 33 ans plus tard, son mari avoue l'avoir tuée et enterrée dans leur jardin. Son procès était prévu. Mais avec la décision Bonfanti, sa défense va évidemment plaider la prescription. Et elle a de très, très grandes chances de l'obtenir. on voit bien ici cette tension fondamentale que tu évoquais au début, ce choc entre la sécurité juridique et l'exigence de justice. La Cour de cassation a clairement choisi son camp. Elle a fait un choix de pur droit. Elle a considéré que le rôle de la prescription, c'est de fixer une limite, même si cette limite produit un résultat choquant dans certains cas. Le risque, en décidant autrement, ça aurait été de créer une insécurité juridique où tout crime dissimulé deviendrait de fait imprescriptible. C'était une porte que la Cour n'a pas voulu ouvrir, elle a préféré s'en tenir à une lecture très stricte des textes. En fin de compte, ce que cette affaire révèle, c'est ce fossé, parfois immense, entre la perception citoyenne de la justice, qui dirait un aveu doit mener à un procès, point, et la complexité de la règle de droit, qui obéit à sa propre logique, à ses propres mécanismes. C'est une synthèse parfaite. La décision Bonfanti, elle grave dans le marbre que même face aux aveux les plus complets, le temps reste un acteur majeur du processus judiciaire. Et il peut, en toute légalité, éteindre l'action de la justice. Il laisse alors les familles avec une vérité factuelle, on sait qui a fait quoi, mais sans aucune réparation pénale. Une vérité, mais sans procès. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement les salles d'audience et qui nous est posée à tous en tant que société. Est-ce qu'un aveu, par sa nature même de rupture du secret, ne devrait pas anéantir la prescription? Ou dit autrement, est-ce que la paix sociale que ce principe est censé garantir a vraiment plus de valeur que la justice rendue pour un crime, même très ancien, une fois que la vérité est connue de tous? C'est une question à laquelle le droit a répondu, mais peut-être pas encore la morale.